Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, bienvenue dans cette troisième partie de la conférence sur les Lumières et la naissance du sentiment, du cycle Une histoire du bonheur. Alors après avoir étudié les problématiques du sentiment, surtout philosophiques, on va voir comment le sentiment va s'exprimer en peinture et surtout comment au XVIIIe siècle on va peindre le désir. Alors le lien entre désir et bonheur est assez évident, il se fait par le biais des sens, de l'expression des sens, comment effectivement le plaisir du corps peut rentrer en compte dans la conception du bonheur. Ça, ce sont des thématiques qui sont complètement nouvelles pour le XVIIIe siècle et qu'on aborde de manière publique. Donc, notre troisième partie s'intitulera tout simplement Peindre la révolution amoureuse. Comment on va caractériser le sentiment amoureux dans toute sa diversité, comment on va le représenter. Alors, tout d'abord, on va s'intéresser à la sensualité et à la sentimentalité. Je vous montre deux tableaux. Un tableau de jeunesse de Fragonard qui s'intitule Corésus et Callirhoé, un autre de Joseph-Marie Vien qui est un peu plus tardif, qui s'intitule Les adieux d'Hector et d'Andromaque. Et tout simplement, ce que vous pouvez voir, c'est toute la gamme du sentiment qui est représentée. Alors vous allez me dire, oui, ça on avait l'habitude, parce que la galerie des glaces et les grandes tapisseries de Lebrun, ça on le voyait, ou les tableaux de Poussin même, pour ceux qui connaissent bien le XVIIe, on voyait le travail sur l'expression des passions. Mais l'expression des passions, au XVIIe siècle, elle est tendue vers le devoir. Elle est tendue surtout vers la morale. Il y a un présupposé qui est souvent un présupposé chrétien derrière les œuvres, qui peut se doubler d'un présupposé politique, mais en tout cas, les tableaux sont tendus vers un but qui est plus grand, effectivement, que soi. Là, dans les tableaux du XVIIIe, eh bien, vous avez l'expression d'un sentiment qui est le sentiment, l'expression d'un individu et qui ressent des passions qui lui sont propres, des passions propres à son histoire, à son caractère, à ses réactions particulières et qui ne sont pas forcément sous-tendus par cette idée de morale, d'État, de patrie, de Dieu ou d'autres thématiques. Donc voilà, ça sort un peu de l'expression des passions. Ça raconte l'histoire des gens. Et dans les adieux d'Hector et d'Andromaque, ce qu'on voit, c'est une équivalence du sentiment féminin et du sentiment masculin. Hector va partir faire la guerre. Andromaque va rester seul avec son fils. Et pour la première fois, les larmes féminines ont autant d'importance que d'une certaine manière, oui, la virilité masculine. Donc aujourd'hui, ça pourrait nous paraître très étonnant de maximiser ou un rôle féminin qui est un rôle maternel et qui est un rôle aussi sensible, puisque bon, on essaie de revenir sur ces thématiques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au XVIIIe siècle, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, le fait de sublimer comme ça le sentiment maternel. Donc on montre le désir amoureux et tous les ressorts de l'amour dans toute leur complexité. Les romans aussi qui mettent en scène le sentiment amoureux se diversifient. On a la nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, on a les amours, les péripéties du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Enfin, moi personnellement, j'ai toujours trouvé que les héros étaient totalement stupides dans ce roman. J'ai absolument pas compris leur motivation. Bon, c'est pas grave. En tout, vraiment, c'est quelque chose qui se veut en fait coller au plus près de la réalité du sentiment amoureux et de la façon dont les individus peuvent le vivre. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui est tout à fait neuf. Mais surtout, et je vous vois venir, qu'est-ce qui est fabuleusement nouveau au XVIIIe? C'est le triomphe de l'érotisme. Alors l'éros, c'est véritablement la pulsion de vie. La psychanalyse en a fait l'un de ces deux grands courants, de grands principes de motivation de l'être humain. Vous avez Eros d'un côté, qui est la pulsion de vie, et Thanatos de l'autre côté, qui est la pulsion de mort. Les deux s'opposent. Et l'être humain aussi, effectivement, souvent entre les deux. Donc cet érotisme, comment est-ce qu'il se manifeste et surtout, pourquoi, effectivement, est-ce qu'on le peint?
Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Donc il faut savoir que le 18e est quand même assez trash, hein, dans certaines de ses représentations, dans certains de ses discours. Voltaire va dire, veux-tu avoir Voltaire, hein, Voltaire: «Veux-tu avoir une idée de l'amour? Contemple le taureau qu'on mène à sa génisse». Bon, voilà, c'est très clair. Donc on a un discours sur l'amour aussi, qui se déculpabilise, qui se libère. Donc vous avez, c'est le grand siècle de ce qu'on appelle, alors là vous allez voir, vous avez l'illustration des liaisons dangereuses de Nicolas Laurence, ce qu'on appelle le Curiosa. Alors le Curiosa, petit coquinou si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, c'est une spécialité du livre illustré qui s'intéresse aux gravures érotiques et uniquement à l'illustration érotique. Donc ça fait Florès au XVIIIe et encore aujourd'hui, une grande partie de l'illustration érotique du XXe porte sur des textes qui sont des textes du XVIIIe, hein. Donc voilà. Là, Nicolas Laurence, c'est assez intéressant parce que c'est un artiste qui a pas mal vécu dans les pays du Nord, en Suède. Attendez, alors je regarde mes notes. C'est un peu, oui, voilà, c'est un peintre suédois. Donc excusez-moi, la nationalité de m'échappait. Mais bon, c'est intéressant parce qu'il a illustré un texte français dont le titre est en anglais pour des éditions anglaises. Donc du coup, c'est vraiment pour vous dire que ce sentiment-là, il est très présent dans toute l'Europe du XVIIIe siècle. Le personnage symbole de ce courant-là, c'est Giacomo Casanova. Alors Casanova s'oppose à Don Juan. Les deux personnages sont différents. Don Juan, c'est un personnage fictif. Alors, c'est un personnage qui va châtier l'ordre, la morale, accumuler les femmes, c'est un jouisseur, c'est un libertin, mais c'est un cynique. Et donc, sa défiance envers Dieu, envers l'autorité royale, envers la morale, même si ça permet de faire rire et d'en faire un personnage qui est un personnage populaire, hein, donc je vous montre deux interprétations. Il y a beaucoup, beaucoup de pièces qui mettent en scène Don Juan, hein, dès le XVIIe. Il apparaît au XVIIe dans une pièce espagnole, et puis il est adapté dans toute l'Europe. Donc je vous montre une illustration d'une pièce de Molière, Don Juan ou le festin de Pierre. Et puis une autre représentation du XVIIIe, puisque le XVIIIe va beaucoup s'intéresser à ce personnage, de Mozart, donc Don Giovanni de Mozart, l'opéra de Mozart, donc qui est sublime. C'est un opéra qui est grandiose. Enfin, moi, personnellement, que j'aime énormément. C'est un de mes préférés. L'ouverture est magnifique. Mais en tout cas, bon, toujours est-il que Don Juan est un jouisseur, un libertin et un cynique. Et à la fin, il est cruellement châtié par la statue du commandeur. Donc, on a une vision de cette libéralité des mœurs qui est une vision morale et qui, à la fin, mérite châtiment. Casanova est un personnage qui a réellement existé. Donc ce n'est pas du tout un personnage fictif. Bien sûr, alors oui, vous allez me dire, il a fini sa vie dans la relative misère. Oui, il a été emprisonné au plomb, donc voilà, une prison vénitienne. Mais en son temps, il a fréquenté les plus grands esprits. C'était quelqu'un qui, s'il n'était pas apprécié par tous, était néanmoins considéré pour son intelligence, pour sa culture, pour sa connaissance, et qui n'est jamais passé pour un jouisseur cynique. Donc oui, il a accumulé les femmes, ça c'est une évidence. Il aimait ça, il s'en est jamais caché, mais il les a considérés, estimés. On n'a qu'à lire ses mémoires, voilà. Il les a aidés aussi, pour certaines. Il a réussi à entretenir des relations aussi d'amitié avec certaines de ses conquêtes passées. Donc, résultat, c'est un libertin, mais ce n'est pas un libertin jouisseur et cynique, c'est une personnalité qui s'insère dans le siècle. Alors oui, sa vie est quelque peu scandaleuse, puisque il a passé les 10 dernières années de sa vie où il a été un peu mis à l'écart à l'écrire. Et pour attendre que sa vie soit publiée en version non censurée, il a fallu attendre 1960. Voilà, voilà. Faut faire un dessin. Donc, mais voilà, ça reste un ouvrage qui est, si on veut connaître et comprendre le 18e, qui est effectivement assez passionnant. Donc oui, vous avez une thématique, le thème de l'érotisme, qui est traité de manière différente, de manière plus libre, et où, entre le 17e et le 18e, on a du corps et de l'érotisme une vision qui est différente. Bien sûr, ce sentiment érotique va être représenté en peinture. Et ceux qui l'ont représenté
le plus fidèlement, le mieux, c'est Boucher et Fragonard qui ont quasiment fait leur carrière, en quelque sorte, là-dessus. Donc eux mettent en avant le plaisir de peindre. Et c'est justement ce plaisir, cette sensualité qui vont faire que leurs tableaux, loin d'avoir des connotations grivoises, malséantes ou pornographiques, sont manifestent en fait simplement le plaisir et le désir dans tout ce qu'il a de plus naturel et aussi de plus sain. Et c'est pour ça qu'on prend aujourd'hui un grand plaisir à les regarder. Donc, Boucher, c'est un peintre du roi. Il a fait une carrière complètement officielle, ce qui le différencie un petit peu de Fragonard. Donc on va voir aussi dans leur couleur, leur tableau, leur manière de traiter le corps. Et vous allez me dire, bah oui, mais comment, si les tableaux sont peints pour le roi ou par des particuliers, comment ça se fait qu'ils sont si connus? Eh bien parce qu'ils vont être gravés. Boucher a mis en place des types physiques, des belles, voilà ce qu'on appelle les belles de Boucher, un peu alanguies, un peu suaves, assez graciles, mais en même temps voluptueuses, avec un corps ferme, mais avec des chairs crémeuses, donc du coup qui plaît énormément. Et donc ce que je vous montre, là vous avez l'odalisque blonde, et à côté, vous avez un dessin qu'on a appelé femme nue étendue sur le ventre, mais voilà, euh, c'est une gravure. Et donc, grâce à la gravure, le modèle qu'a mis en place Boucher se diffuse avec des petites variantes. Vous voyez un petit poutot là qui est rajouté avec un arc et des flèches, des petites fleurs également qui changent. Bon, bah, aujourd'hui, c'est pareil, hein, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a les moyens de se payer un original Boucher, Fragonard ou un grand peintre. Mais bon, on peut toujours acheter une gravure, une carte postale, une affiche et la mettre chez soi. Bon, bah, c'est peut-être un peu moins bien, mais en tout cas, ça permet de populariser des types d'images et de les diffuser. Bon, le principe, il est exactement le même. Donc le modèle, là, c'est Mademoiselle O'Murphy. Qui était si connu et si célèbre que Louis XV en a fait sa maîtresse, et que Casanova également, voilà, il en a parlé dans ses mémoires, et il a dit d'elle, elle avait tout ce que la nature et l'art des peintres peuvent réunir de plus beau, la beauté de ses traits avait quelque chose de si suave qu'elle portait à l'âme un sentiment indéfinissable de bonheur. Donc on relie vraiment la beauté du corps et le bonheur, hein, le bonheur visuel, le bonheur intellectuel, le bonheur sensuel. Donc Boucher, il a évolué vers une peinture aussi un peu plus fine, un peu plus froide, un peu plus élégante, mais au départ, il a été formé par un peintre qui s'appelait François Lemoine, qui est passionné par les Vénitiens, les Flamands, donc des carnations aussi très, très vibrantes, hein, des Rubens, des Véronèses, et il avait cette espèce de pastosita, cette espèce de fougue dans la représentation. Bon, je vous montre un tableau inspiré de son maître, vous voyez l'Hercule Éomphale du Louvre, de François Lemoine, et vous voyez celui de Boucher à côté. Bon, bah voilà, regardez la massue, regardez tout, regardez les couleurs, c'est extra, c'est extra. Je vais voir un dessin, hein, je pense que vous avez tous compris. Donc, mais c'est vraiment des tableaux très profonds, très, très sensuels, agréables à regarder. Fragonard, lui, il a fait toute sa carrière dans le privé. Et c'est aussi parce qu'il a fait sa carrière uniquement pour des amateurs privés, ou presque, qu'il a pu développer des sujets comme ça, un peu érotiques. Donc, qu'est-ce qu'il a lancé? Un personnage de la cour, qui travaillait aux finances, a posé une requête. Je désirerais que vous peignissiez, madame, sur une escarpolette qu'un évêque mettrait en branle. Vous me placerez de façon, moi, que je sois à portée de voir les jambes de cette belle enfant, et mieux même si vous voulez égayer votre tableau. Donc, le premier peintre à qui il propose cette requête dit, mais ça va pas. Fragonard dit, ah, c'est trop bien, moi j'adore. Donc il vient de peindre Corésus et Caderoué, mais bon, en gros ça le saoule un peu, il est pas fan hein, des grands sujets comme ça, un peu rhétoriques. Donc il peint ça, les hasards heureux de l'escarpolette, et franchement ça cartonne. Voilà, on adore ce tableau, il va lancer sa carrière et il va quasiment travailler exclusivement pour des amateurs privés et se spécialiser dans des tableaux qui sont voilà, sensuels ou érotiques, qui célèbrent l'amour profane mais également l'amour sacré. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer dans cette conférence, mais voilà, vous pourrez aller regarder. Donc les couleurs sont beaucoup plus vives que chez Boucher, la lumière est beaucoup plus... c'est une lumière très vénitienne, hein, beaucoup plus dorée. Le travail sur la chair est aussi beaucoup plus sensuel, il va
bien travailler l'empattement, le glacis, il y a du frottis, il y a plus de mouvement, hein. L'instant désiré ou les amants heureux, et puis bon, bah, bien sûr, voilà, le verrou qui est le plus connu, le feu aux poudres, donc qui célèbre aussi un désir qui n'est pas qu'un désir masculin. Et ça, c'est quelque chose que je voulais mettre en avant parce que, en général, dans les tableaux, celui qui regarde, celui pour qui est peint le tableau, bon, alors bien sûr là, c'est bien sûr l'homme, mais bon, très bien. Mais le désir qui est célébré, c'est souvent le désir de l'homme. C'est lui qui fait, qui rend l'objet désirable et désirant. Et là, Fragonard peint aussi un corps féminin qui désire. Et c'est une manière de considérer la femme qui est également voilà, extrêmement moderne et que j'apprécie. Voilà, moi j'aime beaucoup Fragonard, c'est un peintre que j'apprécie personnellement énormément. Donc, pourquoi ces tableaux aussi eh bien, sont nouveaux? Simplement parce qu'ils ne sont pas peints pour un cénacle. S'ils correspondent à la mentalité de tout un siècle, ils ne sont pas peints pour un cénacle euh, social, comme l'étaient les grandes commandes de la cour. Ils sont peints dans une optique particulière, pour qu'un individu, même si c'est le roi, voilà, ou un grand prince, les regarde, pour qu'il soit fait pour le plaisir, effectivement, d'un seul individu, un regard de soi à soi. Et cette question de l'individu et du bonheur de l'individu, de la façon dont on va amener l'individu à construire son propre bonheur, est une thématique qui est tout à fait centrale au XVIIIe siècle. Voilà, je vous remercie. On revient pour la dernière partie de la conférence.